Bruxellois. Votre parti a été dans la tourmente pendant cette deuxième partie du mois d'octobre. Vous étiez dans quel camp ? Alors, c'est très spécifique en ce qui me concerne. J'étais dans aucun camp, en tout cas sur le plan, je vais dire, officiel ou extérieur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été consulté, que je n'ai pas travaillé, que je n'ai pas essayé d'un peu guider les uns et les autres. Mais j'estimais, personnellement, après 20 ans de politique, n'ayant jamais pris une position extérieure dans des problèmes internes, de ne pas commencer à le faire, d'autant plus que je dirige un groupe dans lequel il y a des libéraux, ou en tout cas l'un d'entre eux a signé une lettre, et puis certains autres une autre lettre. Et donc dans ce cadre-là, si on veut être responsable de tout le monde, la neutralité est, je crois, bonne conseillère. Vous n'avez pas été tenté de signer l'une ou l'autre lettre ? Certaines rumeurs vous disaient plutôt du côté des contestataires, quand même. Je ne sais pas où sont les rumeurs, mais non, la réalité est que j'ai eu des contacts avec les deux partis. Que j'ai écouté tout le monde, mais que j'estime que dans une grande famille comme la nôtre, où il y a beaucoup de personnes de qualité, dans tous les couples, il y a de temps en temps des disputes. Malheureusement, ici, la dispute est arrivée au grand jour. Je suis heureux que la réconciliation soit intervenue. Je pense qu'il y a maintenant matière à rebondir, à repartir vers l'avant, parce qu'on peut quand même être raisonnable dans toute équipe, que ce soit une équipe de football, que ce soit un couple, ou que ce soit des personnes qui travaillent ensemble. De temps en temps, il y a des conflits. C'est arrivé, ça c'est su, et bien voilà. Est-ce que Didier Reynders gère bien le MR bruxellois ? Didier Reynders a des responsabilités fédérales. Il y a une régionale à Bruxelles. Mais enfin, il intervient quand même, ne fût-ce que pour la conception des listes aux élections. On ne ferait pas croire qu'il n'intervient pas du tout sur ce dossier-là. Écoutez, moi je suis secrétaire politique de la régionale, donc j'ai été associé d'assez près à ce qui s'est passé. Je pense que c'est Armand de Decker essentiellement et Françoise Berthiaud qui ont composé la liste en accord avec le président. Ça n'a pas été simple. Il faut quand même aussi reconnaître que le patron des Bruxellois a disparu en 2007 brutalement. Jacques Simonet. On ne remplace pas Jacques Simonet comme ça au pied levé. Et sur le fait d'avoir été chercher Armand de Decker, qui a plutôt une sensibilité fédérale pour l'instant, pour diriger cette liste, c'était une bonne idée, ça ? Mais vous savez, on peut toujours critiquer après coup. C'est très facile quand les choses se sont passées. Vous aviez déjà une opinion sans doute avant. On est quand même redevenu le premier parti à Bruxelles. Je crois que le scandale, ce n'est pas qu'on ait fait 24 sièges, on est les premiers. Le scandale, c'est qu'on ne soit pas dans la majorité aujourd'hui. Ne dévions pas l'objectif. Y avait-il un meilleur candidat ou une meilleure candidate ? L'avenir nous le dira, on va y travailler. Moi, je crois qu'Armand a fait son travail, a fait un score qui était tout à fait convenable, je dirais, et le résultat global de la liste est excellent. Qui est le leader du MR côté libéral maintenant à Bruxelles ? C'est qui ? Est-ce que c'est Madame Berthiaud qui préside la régionale ? Est-ce que c'est vous comme chef de groupe adjoint ? Madame Skepmans qui était chef de groupe précédemment, maintenant est repassée plus à la COCOF. C'est qui le leader ? Vous êtes en forme ce soir, je vois, comme il pleut, vous essayez de faire chuter votre interlocuteur. Non, allez, honnêtement, au niveau bruxellois, on s'entend bien, on forme une bonne équipe. Avec Françoise notamment, vraiment, on travaille dans une bonne intelligence. Elle est à la communauté, moi à la région. On est en tandem au niveau de la régionale. Alors, est-ce qu'il faut commencer à dire qui est le patron, la patronne, etc. Elle est présidente de la régionale, ça c'est incontestable. Maintenant, je crois qu'il faut que chacun continue à prendre ses marques. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, en ce qui concerne le travail au sein du groupe, je m'amuse beaucoup, je travaille beaucoup, ça me plaît énormément. Mais on voit et que puis vous on verra bien. Plus qu'avant. Je veux dire, c'est Didier Gauzoin qui est chef de groupe, vous êtes son adjoint, mais alors on vous entend beaucoup depuis un mois ou depuis un mois et demi, depuis la rentrée. Mais c'est la mission que j'ai reçue. J'ai reçu la mission de faire exister les libéraux du groupe et le groupe bruxellois. Jusqu'à présent, j'étais un parlementaire parmi d'autres. Aujourd'hui, j'ai les responsabilités. J'essaye de faire droit aux responsabilités qu'on m'a données. Très bien. On va changer de sujet et parler un petit peu de communautaire avec la dramatisation de ces derniers jours. Alors on sait que d'un côté, il y a eu le vote du décret sur l'inspection scolaire dans les écoles francophones de la périphérie. De l'autre, ce midi, on entendait Eric Van Rompuy, qui est donc député flamand, disait sur BHV, s'il faut passer en force, on le fera dans une centaine de jours. Alors, est-ce que le Parlement bruxellois, qui pourrait voter un conflit d'intérêts, a un rôle à jouer dans cette pièce sur BHV ?
Mais je crois que tous les parlements, enfin moi c'est mon opinion comme francophone, même si je suis de descendance néerlandophone, je veux dire tous les parlements du pays doivent éviter la catastrophe pour le gouvernement fédéral au moment où, dans le deuxième semestre 2010, on en sera à gouverner l'Europe. Je crois que c'est quand même fantastique qu'un petit pays comme le nôtre puisse à nouveau avoir ses responsabilités et qu'il ne serait pas convenable qu'on ait un gouvernement démissionnaire à ce moment-là. Donc ici, vous déposerez une proposition de... Écoutez, on n'en a pas encore délibéré en groupe, mais on avait préparé avec Didier une motion de conflit d'intérêt pour les écoles, pour l'inspection des écoles en périphérie. On le fera aussi pour BHV si une solution n'est pas arrivée entre-temps, ce que l'on peut évidemment en craindre depuis qu'on essaye. Sur les écoles, ça n'a pas atterri devant l'Assemblée dans les temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais écoutez, il y a eu pas mal de discussions en groupe. Le règlement du Parlement prévoit que c'est une responsabilité spécifique du président, ici de la présidente Dupuy, qui avait reconnu et qui a fait étudier déjà par les services que la motion était recevable. Qui comptait l'inscrire donc. Elle l'avait inscrit et elle avait donc mis à l'ordre du jour du bureau. Il y a eu une résistance générale des partis néerlandophones et puis finalement une porte de sortie peu honorable a été trouvée parce que c'est un prétexte, il faut être honnête, ça a été de dire on va demander une étude juridique. Pour vérifier la recevabilité. On en a profité pour voter le décret flamand entre-temps, d'une part, et d'autre part, je voulais annoncer hors antenne, la NVA vient, c'est un scoop je crois aujourd'hui, vient de citer le Parlement bruxellois, je crois aussi la région en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Je suppose, pour essayer de faire dire que cette motion était irrecevable juridiquement et pour ainsi essayer de nous empêcher de déposer déjà une motion future sur BHV. En utilisant les mêmes arguments, en disant que ce n'était pas recevable pour les écoles, c'est mon pronostic, je n'en suis pas sûr, mais c'est comme ça que je comprends les choses. On suivra donc ce point-là. Alors, au niveau régional, le budget est bouclé. On a entendu le MR dans l'opposition, c'est logique, très critique sur ça, en disant qu'il n'y a pas de choix qui ont été faits. Vous auriez coupé dans quoi, en priorité ? Alors, tout d'abord, je crois que... reparlons un peu de la bonne gouvernance, si vous voulez bien, par rapport à ça, parce que... Il nous reste assez peu de temps, oui, donc on n'a pas eu de débat. Alors, on aurait coupé dans quoi ? On aurait pris des décisions, on aurait pris des attitudes, parce qu'aujourd'hui, ils ont fait 10% de réduction linéaire comme ça. Il n'y a pas de priorité qui se dégage. Et vous, quelle était la priorité, la chose que vous auriez préservée et ce que vous auriez sacrifié, surtout ? C'est ça la vraie question. Mais ça, c'est difficile pour nous de le dire parce qu'on n'est pas aux manettes, on n'a pas eu accès aux derniers éléments au niveau du budget. Mais il nous paraît que préserver les plus démunis, continuer la politique d'accès, par exemple, au transport en commun pour les personnes handicapées, garantir que ça, on ne va pas modifier, on n'a pas eu cette garantie. Le logement, ils ont beau avoir dit qu'ils préservaient la politique du logement, ça me paraît faux, puisque j'ai lu dans la presse que 40 millions d'euros sont rendus par la SLRB au gouvernement. Ces 40 millions d'euros pour des terrains auraient pu être utilisés pour des nouveaux projets. Je rappelle que 33 appartements sont vides ici à Molenbeek, qui avaient été achetés à grand renfort d'euros par Madame Dupuy. Donc il n'y a pas de politique claire. Ils ne se sont pas entendus sur des choix et donc ils ont chacun dû réduire de 10%. Ça, c'est pas gouverner une région, c'est un budget sans âme, selon moi. Alors dans l'accord de gouvernement, il est prévu que progressivement on aille vers un décumul des fonctions entre députés et bourgmestres. Si vous deviez choisir, puisque vous êtes bourgmestre d'Etterbeek et député, qu'est-ce que vous choisiriez ? Alors j'ai pour habitude de prendre des décisions quand les choix se posent. Si j'ai bien entendu et lu ce qui a été décidé, c'était en 2014. En politique, 4 ans ou 5 ans, c'est beaucoup. Je vous dirais que je serais en difficulté parce que on verra si vous êtes devenu chef de file des libéraux à ce moment-là. Je me plais beaucoup à la région actuellement, je me plais beaucoup dans ma commune. Jusqu'à présent, je crois que faire les deux, ça se passe très bien. Il reste d'ailleurs dans l'accord 25% de personnes qui pourraient cumuler. Donc on peut toujours espérer dans ces 25% pour être honnête. Vraiment, très très brièvement, en 30 secondes, il y a une école qui a fermé dans votre commune parce qu'il y avait beaucoup de cas de grippe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que la commune n'a pas été prévenue de cette fermeture ? Donc très rapidement, le directeur a fait ce qu'il devait faire. Il y avait quand même une centaine d'enfants dont la moitié pratiquement étaient contaminés. Certains avaient eu des contacts avec d'autres écoles, donc c'était important. Il a pris les contacts, il a prévenu le call center au niveau de la communauté néerlandophone. Et c'est là que le bas blesse parce que le call center qui devait redescendre vers la commune, vers le bourgmestre en particulier, n'a
pris aucune mesure, n'a prévenu personne. Et nous avons donc appris, alors qu'on est compétent pour la sécurité et l'hygiène des personnes, par la presse, cette fermeture. Il fallait le signaler parce que c'est dommage, ça fait 6 mois qu'on attend l'éventuelle pandémie. Et quand ça survient, il y a encore un problème institutionnel important. Très bien, Monsieur De Wolf, je vous remercie d'être venu dans ce journal. Merci beaucoup. Voilà, un journal qui est terminé. La suite de l'information, vous la trouvez sur notre site web et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la météo. Et puis l'émission Un peu de tous, vous retrouverez Stéphanie Trieste à cette place-ci dès lundi. Passez une excellente soirée.